Dans cette capsule, nous allons discuter de l'intégration des connaissances du public au niveau institutionnel. Qu'en est-il de la validation de l'information collectée, de sa classification ou de sa reformulation? En deux mots, comment le personnel des services d'archives peut-il intégrer de façon optimale dans son travail les informations recueillies auprès de la population au moyen du crowdsourcing? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour tout le monde, je m'appelle Thomas et je vous souhaite la bienvenue dans cette troisième capsule de formation reliée au projet Démocratiser le crowdsourcing qui a pour but de familiariser les services d'archives francophones du pays avec cette pratique. Avant de commencer, je vous rappelle que l'Association des archivistes du Québec organise cette formation grâce au soutien de Bibliothèques et Archives Canada. Merci à nos nombreux partenaires qui soutiennent ce projet. Parlons d'abord des enjeux relatifs au traitement des informations provenant de la population. Le crowdsourcing permet, dans notre cas, aux personnes qui le souhaitent de partager toutes sortes d'informations sur des documents iconographiques. Dans le Chronoscope, toute personne peut relier une photo à une catégorie, lui associer des mots-clés ou une date de création, la géolocaliser ou la commenter. L'objectif pour un service d'archives est de récupérer cette information pour aider les archivistes dans leur travail de description et de classement des archives. Le premier enjeu dans le traitement de ces informations est d'en vérifier l'exactitude. Il est impératif pour le service d'archives de déterminer si les informations provenant de la population sont valides et peuvent être intégrées dans son système de description et de référencement des archives. Le deuxième enjeu est d'évaluer le degré de pertinence des informations fournies par le public. Ce n'est pas parce qu'une information s'avère exacte qu'elle mérite nécessairement d'être intégrée dans le système. On examinera ces deux enjeux sous différents angles dans la suite de la capsule. Le crowdsourcing entraîne donc un certain nombre de préoccupations tout à fait légitimes de la part des archivistes par rapport à ces enjeux. Il est important de mentionner d'emblée que dans toute bonne pratique de crowdsourcing, il doit y avoir des mécanismes de vérification et de validation des informations provenant du public. Et ces mécanismes doivent être assurés par les responsables du centre d'archives. C'est ce qui garantit la rigueur professionnelle dans le traitement final des archives. Par ailleurs, dans certains projets de crowdsourcing, les institutions responsables des archives choisissent d'indiquer que la base de données comprend des informations issues du crowdsourcing. C'est le cas par exemple de Bibliothèques et Archives Canada, qui identifie les documents d'archives qui font l'objet de crowdsourcing sur son site à l'aide d'une étiquette bleue. C'est une façon de replacer l'information dans son contexte qui peut servir d'inspiration à de nombreuses autres institutions archivistiques. D'autres centres d'archives peuvent choisir de ne pas faire de telles mentions, considérant qu'elle n'est pas nécessaire puisque les informations recueillies par le biais du crowdsourcing ont été validées par des professionnels. Il n'est pas jugé alors nécessaire de faire une telle mention. C'est à votre centre d'archives de choisir l'approche qui convient. Mais alors, quel est l'intérêt de mettre en place une activité de crowdsourcing pour les centres d'archives s'il faut vérifier l'information du public de toute façon? Première chose, il y a un vrai intérêt dans la récupération des données en tant que telles. En utilisant un logiciel adéquat de crowdsourcing, il est habituellement très facile de consulter rapidement les informations provenant du public via un tableur. C'est le cas notamment du Chronoscope. Les logiciels de crowdsourcing sont habituellement conçus de manière à ce qu'il y ait une première forme de validation entre utilisateurs. C'est le cas du Chronoscope, qui comprend un système de vote par lequel les usagers peuvent exprimer en nombre plus ou moins grand leur approbation à l'égard de certaines contributions. Ces outils statistiques permettent de guider les centres d'archives vers les informations les plus solides. Mais au final, ce sont les centres d'archives qui ont le plein contrôle sur la manière d'intégrer ces informations dans leur base de données. Dans le cadre d'un projet de recherche au campus de Québec de l'École nationale d'administration publique, l'équipe du professeur Christian Boudreau a expérimenté le crowdsourcing dans un échantillon de population contrôlée à l'aide de Chronoscope. L'objectif était de voir si dans une période d'expérimentation qui a duré plus d'1 an, les informations générées par le public sur leur histoire locale et leurs photographies étaient utiles aux archives. Une équipe d'archivistes et d'historiens a été chargée d'analyser la validité et la pertinence des contributions du public. Les résultats ont révélé qu'en général, l'exercice de crowdsourcing a permis d'obtenir des informations fiables d'un point de vue historique. Les taux de fiabilité varient en fonction du type d'informations laissées par le public, mais sont généralement élevés. Ce résultat démontre que les informations provenant du public sont très souvent fiables,
mais ils ne dispensent pas les archives d'un travail de vérification pour détecter les erreurs. Ce travail est néanmoins accéléré par le fait que la plateforme Chronoscope intègre un système de votation entre internautes. Rappelons que les usagers votent entre eux sur les informations qu'ils laissent, ce qui peut guider les archivistes dans leurs recherches pour les valider. Globalement, l'expérience a révélé que même après cet exercice de vérification nécessaire des données issues du crowdsourcing, les archivistes peuvent générer des descriptions d'images d'archives beaucoup plus rapidement qu'en partant de zéro, sans aucune information préalable. Le projet de recherche du professeur Boudreau a également révélé que le crowdsourcing pouvait servir à préciser des descriptions d'archives déjà existantes. Dans le cadre du projet de recherche, des images déjà décrites par le service des archives de la ville de Québec ont été soumises à la population au moyen du Chronoscope. Voici les résultats après quelques semaines avec un comparatif avant-après le processus de crowdsourcing. Le texte en rouge correspond à la description initiale qui était déjà présente dans la base de données avant le crowdsourcing. Le texte en vert correspond aux ajouts d'informations provenant du crowdsourcing et qui ont été validés par des professionnels. Il s'agit de détails très précis et corrects pour décrire la photo. Voici un deuxième exemple. Une image de la rue Saint-Jean. Les contributions citoyennes ont là aussi permis de dater l'image et d'apporter tout un tas d'informations. La section commentée du Chronoscope est particulière car elle permet aux personnes d'exprimer plus librement les pensées et les souvenirs qu'évoque la vue d'une image d'archive. Les commentaires sont de nature très variée. Ils peuvent être tout simplement appréciatifs, tandis que d'autres peuvent être très informatifs sur le plan historique. De façon générale, cet espace de commentaires libre permet à la population d'exprimer des souvenirs affectifs et de la motiver à l'égard de la préservation de la mémoire collective. Les personnes qui laissent des commentaires dans cette section ouverte sont souvent les plus motivées, qui laissent aussi dans les autres sections du Chronoscope des informations dans un cadre davantage catégorisé et contrôlé. Rappelons finalement que le Chronoscope permet à la population d'associer une image d'archive à un lieu géographique précis sur une carte interactive. Il s'agit là d'une innovation pour bien des centres d'archives qui n'avaient pas jusqu'à maintenant d'outils précis pour procéder à un exercice aussi spécifique de géolocalisation. De nouvelles avenues s'offrent ainsi pour le classement et la mise en valeur des archives. D'abord, cela facilite la création d'une base de données de géolocalisation. Le très haut niveau de précision permet de localiser précisément un bâtiment, un monument, etc. La grande versatilité permet de localiser des éléments disparus, bâtiments ou autres, et de s'adapter plus facilement à l'évolution des paysages urbains comme le redessinage des rues, le changement des noms de rues ou des numéros civiques. C'est également bien plus facile de diffuser l'information en envoyant des hyperliens ou en intégrant directement l'information dans des cartes ou dans des plans. Parlons maintenant du concept de super contributeur. De façon générale, dans un exercice de crowdsourcing, une minorité de personnes tendent à générer la majorité des contributions. Dans le cas de l'expérimentation menée par le professeur Boudreau, il est observé que 13% des utilisateurs ont laissé plus de 100 informations dans le Chronoscope. Et si on isole de l'ensemble de l'échantillon de cette étude les 5% des personnes qui ont été les plus actives sur la plateforme, on réalise qu'elles sont à l'origine de 50% des informations recueillies. Le développement d'un groupe de personnes qui deviennent des super contributeurs est un phénomène très courant dans le crowdsourcing. Quelle que soit la plateforme de crowdsourcing, il arrive le plus souvent qu'un petit groupe de personnes fasse du partage de leurs connaissances une passion et investissent une grande partie de leur temps libre dans cette activité. Elle se distingue par la quantité d'informations laissées sur la plateforme. Souvent aussi, des super contributeurs motivés par leur passion se donnent pour mission d'apporter à la plateforme des informations spécialisées qui ne sont pas facilement accessibles au grand public et même aux professionnels de l'information. Par exemple, dans le cadre de l'expérience du professeur Boudreau, l'un des super contributeurs passionné de navigation a pu identifier les noms de plusieurs bateaux apparaissant sur des photos historiques. Les archivistes ont rapidement pu valider l'information sur Internet et ainsi alimenter leur base de données avec des informations difficilement accessibles autrement. Voici donc quelques exemples qui illustrent bien l'intérêt d'avoir accès à des informations proposées par la communauté via une activité de crowdsourcing. Essayons maintenant de résumer les différents avantages d'adopter de bonnes pratiques en matière d'intégration de ce type de connaissances.
D'abord, un des avantages majeurs est l'accélération du traitement des archives iconographiques. Le crowdsourcing permet de mobiliser une large communauté de volontaires pour classer, taguer, annoter des collections d'images. Impliquer la population dans le traitement des archives permettrait d'accélérer le processus. Il y a par ailleurs une augmentation dans la précision du traitement des archives. L'expertise et les connaissances spécialisées des contributeurs peuvent améliorer la précision des données associées aux archives iconographiques. On pense notamment aux données de géolocalisation qui facilitent l'accessibilité et le partage du document d'archives. L'acquisition de connaissances spécifiques est un autre avantage non négligeable. Inviter des citoyens à contribuer à des archives iconographiques peut permettre de recueillir des connaissances spécifiques qui seraient peu accessibles, voire inaccessibles à l'institution autrement. Et finalement, l'engagement citoyen avec son propre patrimoine. La participation au crowdsourcing stimule l'intérêt et la fierté des communautés envers leur propre patrimoine. Cette implication directe favorise un engagement plus fort envers la préservation et la valorisation du patrimoine commun. Si on résume, l'intégration des connaissances issues du crowdsourcing dans le traitement des archives iconographiques offre beaucoup d'avantages allant de l'efficacité opérationnelle à l'enrichissement culturel et historique des collections, en plus de renforcer les liens entre les citoyens et les institutions. Et voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo sur l'intégration des connaissances du public dans les pratiques institutionnelles. J'espère que cette capsule vous aura aidé à mieux comprendre les avantages d'une activité de crowdsourcing. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et à très bientôt j'espère.